Michel Tabarot, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Il n'y aura pas de Mars rouge sur les prix, promet Bruno Le Maire. Que demandez-vous au gouvernement pour aider les citoyens de votre circonscription à lutter contre l'inflation ? Écoutez, je crois que Bruno Le Maire est le seul à penser qu'il n'y a pas de Mars rouge. Il y a effectivement une période terrible pour nos concitoyens. Inflation, hausse de l'énergie, du prix de l'énergie. Et on voit toute la complication du gouvernement à trouver des solutions et des solutions pratiques. On l'a vu sur l'énergie, des boucliers tarifaires, des dossiers très compliqués à monter pour nos boulangers, pour nos artisans, avec à chaque fois des personnes qui décrochent, qui ne font même pas les démarches parce que c'est compliqué. L'Allemagne a trouvé le système en donnant de façon claire des aides à ses concitoyens, des chèques. Que ce soit les entreprises, pas des chèques, mais en participant financièrement. Et ça a été fait pour tous, pour les entreprises, pour les ménages. Aujourd'hui, nous avons en France la moitié de nos entreprises qui ont des problèmes, qui sont en difficulté. On voit bien que le gouvernement a donné de l'argent, mais sans véritablement cibler les actions qui étaient importantes. Aujourd'hui, sur l'inflation, on a eu une ministre d'un côté qui nous annonce un panier inflation et de l'autre côté, d'autres qui disent « ah non, c'est pas d'actualité ». Donc on aimerait bien que ce gouvernement prenne les problèmes en amont parce que malheureusement, on sait depuis longtemps que cette situation est importante et essaie de les régler avec le plus de souplesse et d'intelligence possible pour nos concitoyens. On peut aussi augmenter les salaires. Alors, il y a effectivement la possibilité d'augmenter les salaires, mais il faut toujours conserver la compétitivité avec nos entreprises. Donc, ça veut dire plutôt baisser des cotisations. On peut veiller parce qu'on a une augmentation. Donc, on a une inflation de 6%. On a une augmentation, bien entendu, des salaires qui n'a pas suivi. Et si nous avons le problème aussi que nous connaissons avec une rue qui est agacée aujourd'hui dans le cadre des retraites, c'est parce que la situation économique est difficile pour les Français. La France porte une lourde responsabilité sur le prix de l'énergie avec le problème que nous avons connu dans le nucléaire et surtout on a un gouvernement qui est à chaque fois en décalage avec les problèmes qui arrivent alors qu'ils sont annoncés partout. Alors la France sera en colère la semaine prochaine, France à l'arrêt le 7 mars. Olivier Véran affirme que mettre la France à l'arrêt reviendrait à prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire et même à négliger la santé de nos enfants. Est-ce que vous comprenez son raisonnement ? Écoutez, moi je pense sincèrement qu'avec sa grande déclaration d'hier, il a totalement raté le message qu'il voulait adresser aux Français. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est l'apocalypse. S'il voulait faire passer un message en demandant à nos concitoyens qui souhaitent faire grève ou bloquer le pays, de faire attention à ceux qui travaillent, à ceux qui ont un quotidien compliqué. Il s'est totalement trompé dans le message qu'il a adressé. Je voudrais quand même rappeler que la grande manifestation qui arrive, ou en tout cas la volonté de bloquer le pays, est quand même orientés par certains qui ne sont pas touchés par la réforme des retraites. Ils ont des régimes spéciaux. Ils ont des régimes spéciaux, que ce soit la RATP, les industries gazières, l'électricité. On sait que ces régimes coûtent très cher. En 2023, entre les subventions et les taxes, ça va coûter 2,5 milliards, par exemple, pour ce que j'évoque aujourd'hui. Donc bon, avoir le pays bloqué par des personnes qui sont plutôt gâtées aujourd'hui, c'est difficile à entendre. Alors justement, les sénateurs LR, eux, ils veulent supprimer ces régimes spéciaux plus vite que la clause du grand-père, en 20-25 ans plutôt qu'en 43. Vous voterez ça à l'Assemblée quand ça reviendra ? Écoutez, je sais que les sénateurs ont souhaité depuis longtemps bien marquer les bases de ce que nous souhaitions comme réforme des retraites. À la fois l'âge, les 64 ans, ils l'avaient évoqué dans un amendement qui revient chaque année au PLF. Et ensuite, ces régimes spéciaux. La droite a toujours été favorable à une convergence des régimes et arriver peu à peu donc à supprimer ces régimes spéciaux. Donc il y a effectivement la clause du grand-père. Il va y avoir des discussions. Ça n'est pas passé dans le texte initial qui a été présenté à la commission. Ce sont des amendements qui vont être débattus. C'est en tout cas un des sujets qu'on souhaitait évoquer à l'Assemblée nationale, mais vous avez vu l'état de nos débats, donc ça a été très difficile de pouvoir aborder ces différents sujets dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Et oui, c'était compliqué au Palais Bourbon. Il n'y a pas de ZAD au Sénat, s'est réjoui hier Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Est-ce que ça ne vexe pas un peu la députée que vous êtes d'entendre ça ? Écoutez, je me sens pas concernée malheureusement, même si j'ai très mal vécu ce qui s'est passé et si je considère que les Français ont vu une image de l'Assemblée assez dramatique. Je pense qu'ils s'inquiètent de voir les représentants qui ont été parfois choisis, parce qu'on peut tout accepter dans les débats, chacun doit défendre ses idées, c'est ce qui fait la richesse de la vie politique, mais les insultes, les blocages,
ça fait pas partie de notre histoire. Et c'est surtout à une période où il y a une crise quand même de confiance vis-à-vis du politique et où parfois on se dit que les politiques ne servent plus à rien. Ne pas nous donner l'opportunité de débattre sur ces sujets de fond qui concernent nos concitoyens, on l'a vu, eh bien je pense que c'est un échec. Je peux pas dire collectif parce que nous avons subi malheureusement ce qui s'est passé, mais je pense aussi qu'il y a des groupes qui perturbent le bon fonctionnement de la démocratie. Il va y avoir une seconde chance pour l'Assemblée. Un texte devrait être voté au Sénat, il y a la commission mixte paritaire, il y aura une seconde lecture. Est-ce que vous pensez que ça se passera mieux? Est-ce que vous, par exemple, les LR, vous voterez le texte qui sortira de la CMP? Écoutez, majoritairement, nous allons voter le texte qui sortira de la CMP. Alors nous attendons bien entendu les avancées du Sénat. Je me réjouis que nos collègues sénateurs aient demandé des précisions au gouvernement sur un certain nombre de points, puisque vous l'avez vu, il y a un grand flottement sur les 1 200 € bruts qui doivent être donnés à la fois à tous les petits salaires aujourd'hui, enfin à toutes les petites retraites aujourd'hui de gens qui ont des carrières complètes et puis aux nouveaux entrants aussi. Donc il y a quand même quelques flous et je sais que Bruno Retailleau et Gérard Larcher ont demandé des précisions au gouvernement, mais une fois que nous serons rassurés sur un certain nombre de points, nous irons majoritairement là-dessus. Il y a bien entendu dans nos rangs quelques personnes qui ont souhaité avoir une démarche différente. Bon, Aurélien Pradié notamment. Aurélien Pradié notamment, qui a essayé d'enrichir le texte au départ et qui ensuite a perturbé un petit peu le jeu en allant même se faire applaudir copieusement par la NUPES. Bon, je pense que là, il a un petit peu passé les bornes. Est-ce que cet état de crise est terminé au LR? Il a perdu son poste de numéro 2, des députés se mobilisent avec lui. Pendant ce temps-là, Laurent Wauquiez est aux abonnés absents. On a l'impression que LR se cherche encore. Non, écoutez, nous avons fait un bureau politique pour définir la ligne vis-à-vis du texte qui était présenté par le gouvernement. Et donc, pratiquement à l'unanimité, à part les quelques amis de monsieur Pradié, nous avons voté donc tous ensemble la volonté de se positionner sur ce texte qui n'est pas le nôtre, je le rappelle, mais qui nous semble important pour sauver les retraites de nos concitoyens. Nous voyons ce qui se passe dans les autres pays. À l'étranger, vous voyez bien que les Allemands travaillent 40 heures par semaine, travaillent jusqu'à 67 ans, ont leur retraite à 67 ans, et c'est le cas de beaucoup de pays qui nous entourent. Donc la France ne peut pas être une île préservée en dehors d'un monde qui aujourd'hui voit une espérance de vie plus importante, voit des actifs moins nombreux, et donc la nécessité de payer des retraites. Donc nous, collectivement, même si certains jouent une partition personnelle, nous souhaitons voter ce texte si les éléments que nous avons défendus depuis longtemps, de la solidarité, de la répartition, eh bien sont préservés. C'est une question donc d'autorité et de discipline en fait chez les LR. Oui, mais vous savez, faut que ça fonctionne. Nous avons toujours accepté que chacun, en fonction de son territoire, de son histoire, ait un vote différent. C'est la liberté, et ça, moi, j'y suis très très attachée venant d'une famille libérale. Mais à côté de ça, il y a une démarche de groupe. Et lorsqu'on s'engage aussi vis-à-vis d'un groupe, et surtout lorsqu'on a des responsabilités, ce qui était le cas d'Aurélien Pradié en étant vice-président, on doit jouer collectif aussi. C'est important pour nos concitoyens et pour l'image de notre famille politique. Alors le président de la République est en Afrique cette semaine. Vous êtes membre de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée. Ce repli militaire français qu'il annonce, c'est un soulagement ou c'est un effondrement? Alors, vous le rappelez, donc je suis membre de la commission des affaires étrangères et donc je viens d'être nommée pour mener une mission d'information sur les relations entre la France et l'Afrique. Moi, je crois que le voyage du président est un petit peu fait à la légère, avec des messages très très différents. Donc d'un côté, on revient encore sur la France-Afrique, sur la repentance, sur les excuses. De l'autre côté, on explique que la France est un partenaire aujourd'hui, un interlocuteur neutre. Je pense que c'est pas comme ça qu'on peut définir la France et les relations de la France avec l'Afrique. Je rappelle, et vous venez de le faire, eh bien que nous avons des militaires sur ce continent, des hommes qui ont perdu la vie aussi pour défendre des populations au Mali. Donc, et je dois dire que nous avons une situation qui est compliquée aujourd'hui en Afrique, du fait de Wagner, du fait des Russes, du fait aussi des Chinois qui arrivent et qui ont des volontés, qui achètent tout, sans s'occuper justement de l'intérêt du peuple africain. Mais est-ce qu'on a les moyens, nous, la France, de contrecarrer cela? Il faut qu'on essaie de travailler aujourd'hui à la fois avec l'Europe et avec des messages, mais des messages où on montre les aspects positifs de ce que nous pouvons faire avec les Africains, d'un partenariat intelligent et sans à chaque fois se dire qu'on a fait des choses dramatiques et qu'on mérite tous les drames qui nous arrivent. Moi, je suis totalement contre ce message de repentance qui est fait à chaque fois, que ce soit sur le continent africain
et le président l'a rappelé aussi dans son discours, avec l'Algérie ou avec d'autres pays, on a besoin d'avancer sur des partenariats intelligents et donc d'être en recul comme ça sans arrêt n'est pas une bonne chose. Et je pense à nos militaires, je crois qu'il doit leur rendre hommage et insister sur le fait que nous avons des hommes et des femmes courageux qui sont sur ces territoires et qui se battent pour les intérêts de l'Afrique. Un mot très bref sur la sécheresse qui frappe cet hiver et qui s'annonce pour cet été. Ceux qui nous écoutent dans votre région sont inquiets. Il y aura des privations d'eau cet été dans le sud-est? Alors nous avons bien entendu ces inquiétudes sur la sécheresse. Ça a été le cas pour nous depuis de nombreuses années parce que nous sommes des territoires donc qui sont un petit peu plus touchés. C'est vrai que d'autres départements maintenant, d'autres territoires et d'autres là, régions ça va être pire, hein. le subissent. Bon, il y a, je pense, toute une dynamique à mettre en place et là aussi, les pouvoirs publics ont toujours beaucoup de difficultés à le faire sur le traitement des eaux usées pour voir comment les recycler, comment les utiliser, sur des jardins au niveau des collectivités qu'on doit planter différemment, entretenir différemment, sur des économies qui doivent être faites d'eau. Voilà, je pense que c'est un problème qui nous concerne tous. Michèle Tabarot, merci et bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup. Et lundi, votre invité Christophe sera l'ancien ambassadeur Pierre Mena, auteur de l'ouvrage de l'Union européenne et la guerre.